Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde dans 200 pays. Vous le savez, ce matin, mon invité, c'est Julien de Normandie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre de l'Agriculture. On a évidemment beaucoup de sujets d'actualité à traiter avec vous ce matin. Cette émission est réalisée en partenariat avec Ouest France, avec Nice Matin, avec 20 minutes. Avec France Antilles, nos compères en Outre-mer, et puis avec le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Julien de Normandie, quand Emmanuel Macron a dû remplacer son Premier ministre Jean Castex en début de quinquennat, on a dit ça sera Julien de Normandie. Et ce fut Elisabeth Borne. Quand Emmanuel Macron a dû remplacer Elisabeth Borne il y a quelques semaines pour la remplacer, enfin quand il a voulu la remplacer, en tout cas, on a eu donc Gabriel Attal. Pourquoi on a parlé de vous chaque fois? Est-ce que c'est pas un peu frustrant, au fond, de se retrouver sur un plateau comme ça et d'avoir été un Premier ministre putatif permanent, quasi permanent? C'est un grand bonheur de vous retrouver ici aujourd'hui sur le plateau. C'est toujours un honneur quand certains parlent de vous pour de telles responsabilités. Mais vous savez, moi j'ai toujours considéré que la vie politique, ça n'était en aucun cas un métier. Et que le plus grand danger quand vous vous engagez en politique, comme j'ai pu le faire pendant plus d'une dizaine d'années, avec 5 ans de poste ministériel à l'agriculture, à l'alimentation et avant au logement, je pense que le plus grand danger, c'est de ne devenir qu'un politique, d'être dépendant de la politique. Parce que dans ce cas-là, vous êtes toujours dans le coup d'après. Vous demandez toujours, mais en fait, je vais faire ça parce qu'après, il faudrait que je puisse avoir accès à un plan de carrière. Un plan de carrière. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que l'engagement politique doit toujours être un engagement non linéaire, qu'il faut absolument ne jamais dépendre de la politique. Je fais partie aussi de ceux qui considèrent qu'il est possible d'agir dans l'intérêt général, pas uniquement en politique, mais dans beaucoup d'autres structures, les associations évidemment, et le privé. Aussi. Aujourd'hui, je travaille... Un peu à l'américaine. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de gens appartiennent au gouvernement, font une carrière quelques années, et ensuite ils retournent au privé, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs de revenir au gouvernement. Oui. Ça pourrait vous arriver ? La vie est longue. Vous savez, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, je travaille énormément dans les questions climatiques et dans les questions de finances à impact. Et je pense que c'est de bonne philosophie de vie que d'avoir ces expériences dans un engagement politique, dans l'administration, dans le privé, dans l'associatif. Et en tout cas, encore une fois, ne jamais dépendre de la politique. Donc on pourrait vous retrouver un jour au gouvernement? La vie est longue. Sinon à la tête d'un gouvernement. La vie est longue. Nourrir sans dévaster, c'est votre livre coécrit avec Éric Orsena aux éditions Flammarion. On le voit sur l'écran. On y reviendra bien sûr tout au long de cette émission. Il vient de sortir. Dans un instant, Patrice Moyon de Ouest France nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Patrice Moyon, avec vous, vous êtes un spécialiste de l'agriculture, vous êtes éditorialiste à Ouest France et journaliste, bien sûr. C'est la crise de l'agriculture, bien sûr, dans l'actualité, toujours et encore. Oui, les agriculteurs viennent de faire tanguer, en fait, d'une certaine façon, le gouvernement français. Quel est le regard vous portez sur cette mobilisation? Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui avez été aux commandes de l'agriculture française? Le regard que je porte, c'est vraiment un regard d'inquiétude. Je pense que ce qu'on a vu au Salon de l'agriculture est le reflet d'une confiance perdue entre la parole politique et le monde agricole, qui est un constat à la fois dur, probablement très réaliste, et probablement qui s'applique à d'autres secteurs que simplement le domaine agricole. Et la confiance, c'est ce qui est le plus dur, parce qu'elle ne se décrète pas, elle se construit. Justement, comment est-ce qu'on reconstruit cette confiance? Quand on regarde les chiffres, on a l'impression que l'agriculture française et l'agroalimentaire français, c'est une longue glissade depuis une vingtaine d'années. La France était 2e exportateur de produits agroalimentaires dans le monde. Elle a été reléguée à la 5e, voire la 6e place selon les années. On n'aime plus les produits agricoles français à l'étranger? C'est toute la thèse du livre dont vous avez eu la gentillesse de mentionner le Nourrir titre. Sans dévaster. Nourrir sans dévaster, que nous avons écrit avec Éric Orsena. Pour moi, il y a 2 points pour répondre à votre question. Le premier, c'est l'agriculture a besoin d'une vision. Et cette vision, elle est parfois très complexe. C'est ce qu'on montre dans le livre. Mais elle est aussi très claire. Il faut réussir à nourrir. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants sur notre planète. On sera demain 10 milliards, sans dévaster évidemment notre environnement, et les agriculteurs sont les premiers
à le dire d'ailleurs, mais aussi nos agriculteurs eux-mêmes, mais aussi nos solidarités. Et j'ai beaucoup de plaisir à dire cela, à l'assumer dans le réseau TV5 Monde, parce qu'on voit à quel point la responsabilité de l'agriculture européenne vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment sur le pourtour méditerranéen, est aujourd'hui absolument essentielle. Et puis, également, réussir à ne pas dévaster nos sociétés elles-mêmes, notre rapport à l'alimentation. Et donc, il faut donner, cette vision, et deux, c'est le quotidien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans les cours de ferme ? Le revenu, oui, mais alors les moyens de production. Pourquoi est-ce que les produits français sont moins attractifs, perdent des parts de marché ? Pourquoi est-ce que même à l'intérieur de la zone euro, la France ne cesse de perdre des parts de marché ? Parce que vous avez des sujets de compétitivité. Alors vous avez évidemment les sujets de compétitivité coût, mais vous avez aussi des sujets de compétitivité face à de la concurrence déloyale. Dans le livre, qui est un voyage qui se passe en France, dans nos contrées, mais aussi à l'international, on voit bien que l'un des défis, c'est que, y compris dans la zone européenne, nos produits, issus probablement de l'une des agricultures les plus durables au monde, et il nous faut être fiers de notre agriculture, c'est ce qu'on essaye aussi de montrer, sont mis en concurrence avec des produits qui, eux, ne respectent pas les mêmes normes, y compris dans la zone européenne. Donc c'est une question de normes, c'est une question de normes, c'est une question de compétitivité. C'est une question de compétitivité, mais dans toutes ses composantes, y compris dans sa composante de justice économique. Et là, l'Europe a un rôle majeur à jouer. Vous prenez... Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Alors, c'est un terme atrocement technique, pardon de l'employer, mais je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, il revient sur les plateaux de télévision. Et lorsque j'ai été ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'en avais déjà fait une de mes batailles. Et à l'époque, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça s'appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire, tout simplement, moi, je suis infiniment pour le commerce. Je pense qu'il est nécessaire. Mais ce commerce, il doit avoir des règles. Une de ces règles, c'est les clauses miroirs, c'est-à-dire ne pas importer ce que nous n'avons pas le droit de produire. Alors, vous donnez justement un exemple dans votre livre, vous citez la moutarde. Aujourd'hui, la plupart la moutarde est importée. Et auparavant, ce n'était pas le cas, parce qu'on a interdit un insecticide. Exactement. Mais aujourd'hui, on importe de la moutarde qui est issue de pays qui autorisent cet insecticide. Et qui utilisent non seulement cet insecticide, mais encore plus d'insecticides. Plus précisément, on importe les grains de moutarde qu'on envoie dans la région de Dijon pour y produire de la moutarde de Dijon. Et pourquoi ? C'est exactement là l'effet que moi je souhaite de mise en place de ces clauses miroirs, c'est de te dire, si on veut rendre nos productions de grains de moutarde compétitifs par rapport à ce qui se passe à l'international, à partir du moment où nous on met des règles, il faut que ces règles s'imposent aux produits qui sont importés. Julien de Normandie, il a bien géré la crise, Gabriel Attal, ou pas ? C'est, comme dirait le langage populaire... Je me sens hésitant, là. Non, parce que c'est dans la formule que je vais employer. Comme le dit le langage populaire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, si vous voyez ce que je veux dire. Qui est une expression qu'on utilise beaucoup au Salon de l'Agriculture. Pourquoi je dis ça ? Parce que la crise, elle est encore en plein. D'accord. Et donc, il y a un nouveau rendez-vous qui a été donné, qui est au moment... donc l'ancien ministre de l'Agriculture va observer ça de près pour juger. Mais oui ou non, moi, il a bien géré. Non, mais moi, je ne suis pas là pour juger. Je pense que... Vous êtes bien placé, vous avez été en charge de ce dossier. Bien sûr, et puis je continue à beaucoup converser, à la fois avec le monde agricole, à la fois avec le gouvernement, pour essayer de trouver ces voies de passage à ma humble place. Mais je pense que quand j'utilise cette expression, c'est vraiment pour dire, aujourd'hui, il y a une très grande crainte du monde agricole, il y a une très grande attention du gouvernement, et ça fait partie aussi de ce que vous disiez tout à l'heure, pour renouer cette confiance, il faut que, et ça c'est très important dans le monde agricole, quand on prend des engagements, on les mène jusqu'au bout. Et c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, alors que le salon a fermé maintenant, est notre invité ce matin sur TV5 Monde. On va écouter Chonu, il est éditorialiste et dessinateur à Ouest France. Il a une question à vous poser sous forme de dessin et c'est la tradition de cette émission. Chonu. Julien de Normandie, bonjour. Les agriculteurs deviennent fous. Il faut dire que l'Union européenne développe une schizophrénie carabinée. D'un côté, une bureaucratie soviétique pour appliquer le Green Deal, de l'autre, un ultralibéralisme échevelé qui laisse se déverser toute la malbouffe du monde dans nos assiettes. Voici ma question. À défaut d'acheminer des troupes en Ukraine,
Emmanuel Macron n'envoie-t-il pas au casse-pipe Valérie Hayé, tête de liste Renaissance aux européennes, qui pour l'instant joue le rôle du soldat inconnu? Moi, je pense que, et c'est tout le débat actuel qui est essentiel, je pense que l'Europe doit être profondément modifiée sur un certain nombre de points. On parlait tout à l'heure des clauses miroirs. Je l'explique dans le livre avec cet exemple incroyable du poulet brésilien. Incroyable. Quand vous consommez après le poulet ukrainien, poulet brésilien. Voilà, quand vous consommez du poulet brésilien, vous consommez de l'amoxicilline en même temps. Vous découvrirez ces histoires incroyables dans le livre. Mais en même temps, l'Europe est notre solution. Pourquoi c'est notre solution? Parce que revoir les règles du commerce international, évidemment que ça va se faire au niveau européen, pas au niveau national. C'est l'exemple des clauses miroirs que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour répondre à la question, oui, l'Europe est absolument essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la critiquer, mais il faut croire en l'Europe. À une de Ouest France, Patrice Moyon. La voilà. Alors, vol MH370, 10 ans après, le mystère reste entier. Merci Patrice Moyon. Dans un instant, Denis Caro qui est en direct et en duplex de Nice. Bonjour Denis Caro, vous êtes directeur des rédactions du groupe Nice Matin et vous êtes en direct de Nice. Julien de Normandie vous écoute, il est avec nous ce matin. Bonjour Julien de Normandie, vous venez de le dire, l'Europe est notre solution. Vous avez écarté l'idée de mener la liste Renaissance aux élections européennes. Est-ce que c'est parce qu'on ne vous l'a jamais proposé ou tout simplement parce que cette mission et ce retour en politique ne vous intéressaient pas? On ne me l'a pas proposé. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis engagé dans d'autres projets, des projets sur le climat, sur la finance durable, et j'ai ce souhait de pouvoir mener des projets, de ne pas être dépendant en politique. Donc peut-être qu'un jour je reviendrai en politique. Ah, ça y est, il l'a dit. Mais encore une fois, Denis Caro, ce que je disais tout à l'heure, la vie est longue, mais aujourd'hui mon souhait est de mener les projets que je suis en train de construire à leur terme. Je pense que c'est très important. Je me sens utile à mon humble place dans ce que je fais. Et encore une fois, je pense qu'il faut cette diversité dans un parcours. Alors, Chonu vient de l'évoquer, après bien des tergiversations, c'est finalement Valérie Hayé qui a été choisie pour mener la liste Renaissance aux européennes. Est-ce que c'est un bon choix? Oui, je pense. Valérie Hayé est peu connue du grand public, c'est un fait. Elle est moins connue que la tête de liste du Rassemblement national, c'est une évidence. Moi, je la connais bien parce que c'est une députée parlementaire incroyablement engagée depuis de nombreuses années aujourd'hui, qui connaît formidablement bien les arcanes européennes, les enjeux, qui a une vraie vision pour l'Europe, qui connaît bien le monde agricole du fait de ses attaches familiales. Donc oui, j'en ai la certitude. Denis? Jordan Bardella et le Rassemblement national sont largement en tête dans les sondages pour les européennes. Est-ce que vous pensez que cette tendance peut s'inverser? Je l'espère. En tout cas, il faut se battre là-dessus. Pour reprendre le sujet agricole, ce que propose le Front National dans le monde agricole est une vaste blague. Ils mentent aux gens. Ils n'ont aucune cohérence dans leurs propos. Ils font croire que l'ensemble des mots agricoles viendraient de l'Europe sans jamais présenter l'Europe comme une partie de la solution. L'Europe aujourd'hui, par le biais de la politique agricole commune, cela permet de faire vivre un nombre très, très, très significatif de nos exploitations agricoles. L'Europe, c'est ça qui va permettre de protéger face au dérèglement des marchés. L'Europe, c'est ça qui va nous permettre d'assurer des solidarités pour faire face à un sujet d'une actualité tragique qui est l'utilisation de l'arme alimentaire par la Russie. Ça n'est pas la France seule, c'est l'Europe. Quand on voit les incointances russes du RN, le manque de cohérence, l'absence de propositions, voire même le dénigrement de ce que l'Europe peut apporter, je peux vous dire, oui, il faut se battre contre ce sentiment de plus en plus fort d'une solution RN qui, encore une fois, est un mensonge présenté en français. Denis Caro, à Nice en duplex. La France insoumise a lancé une campagne très critiquée en faveur du vote aux européennes. Dans cette campagne, elle cible des journalistes, Nathalie Saint-Cric et Christophe Barbier notamment, et elle les met dans le même sac que je cite, les riches, les racistes et les golfeurs. Est-ce que la France insoumise a franchi une ligne rouge ? Oui, assurément, mais ce n'est pas la première fois.
Le tragique, c'est que nous n'en sommes même plus étonnés. Oui. Et là aussi, il faut être fier de nos valeurs et il faut être incroyablement respectueux et en défense de ces valeurs, y compris quand des groupes politiques les dépassent et franchissent un certain nombre de lignes. Denis Caro, la une de Nice Matin. Ce matin, c'est le cas de le dire, on la voit à l'antenne. La une de Nice Matin, c'est ce témoignage poignant après un accident mortel sur l'autoroute A8 ce week-end et la mort d'un patrouilleur de l'autoroute. Merci Denis Caro, vous étiez en duplex et en direct de la rédaction de Nice Matin à Nice. Vous êtes directeur des rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Monaco Matin, Var Matin et Nice Matin. Dans un instant, c'est Floréal Hernandez de 20 minutes qui est sur ce plateau. Mon invité ce matin dans Face au territoire, c'est Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture. Bonjour. Dans un instant, nous sommes avec vous et nous allons interviewer donc Julien de Normandie ensemble pour le compte de 20 minutes. Vous êtes le rédacteur en chef, mais on va tout de suite se rendre aux Antilles, si vous le voulez bien. Notre partenaire France Antilles sur place, c'est Cyril Boutier, qui est directeur éditorial. Il est à Fort-de-France. Il a une question à vous poser, Julien de Normandie. On l'écoute en duplex de Fort-de-France. Bonjour Julien de Normandie. En tant que ministre de l'Agriculture, vous aviez traité la question de la pollution des sols des Antilles au chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies. La semaine dernière, les députés ont adopté un texte reconnaissant la responsabilité de l'État dans ce scandale environnemental. Pensez-vous que ce pas supplémentaire permettra d'aller vers des réparations que souhaitent les populations antillaises ? Oui, vous savez, ce sujet qui est un sujet très ancien, parfois certains essayent de faire croire que c'est un sujet qui a été découvert récemment. Pas du tout, c'est un sujet très ancien. Et le premier gouvernement et le premier président à reconnaître ses responsabilités de l'État face à l'utilisation de ce pesticide a été les gouvernements auxquels j'ai appartenu et le président Emmanuel Macron. On a pris un certain nombre de décisions au fur et à mesure qui viennent être complétées. Je pense que c'est à la fois utile, nécessaire et juste. Floréal Hernandez, 20 minutes. Bonjour, Julien de Normandie. Pensez-vous que l'immigration va être le thème central de ces élections européennes ? On voit que ça a pris beaucoup de place en France, ça prend aussi de la place dans les élections présidentielles américaines. Est-ce que ce sera le cas aussi pour ces élections européennes du 9 juin ? Ce sera assurément un des sujets majeurs, avec d'autres sujets, le sujet du pouvoir d'achat, le sujet de l'environnement, évidemment le sujet de la guerre en Ukraine et de la puissance politique, militaire, géopolitique européenne. Mais oui, à l'évidence, ce sera l'un des sujets. Et pensez-vous qu'avec l'accord qui a été trouvé avec LR sur la loi immigration, Renaissance arrive en force pour ces élections européennes, ou plutôt affaibli sur l'immigration ? Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que ce qui a été fait à la fois sur la loi immigration au niveau national, sur le pacte immigration au niveau européen, sur lequel la France s'est beaucoup impliquée, fait face à une forme de populisme, et à une forme du populisme singulièrement de l'extrême droite. Le meilleur exemple, et tout le monde doit l'entendre, le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Italie. Le gouvernement italien, appartenant à l'extrême droite, avant d'avoir été élu, a crié et a promis monts et merveilles à l'ensemble du peuple italien en disant « Vous verrez, grâce à moi, l'immigration, ça n'existera plus », sans prendre en compte elle est assez populaire, hein, pour vous dire, la première ministre italienne aujourd'hui. Indépendamment de la popularité, quand vous prenez son discours de campagne versus ses promesses de campagne versus ce qu'il s'est passé, vous voyez un grand écart absolument immense. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle du populisme. C'est exactement ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'extrême droite en France, en faisant croire à la fois que l'immigration est la source de tous nos problèmes. Ça ne veut pas dire que l'immigration ne conduit pas à de nombreux problèmes qu'il faut régler de manière à la fois humaniste et efficace, mais d'un autre côté, en faisant promettre des solutions qui ne sont en rien des solutions. Et encore une fois, le gouvernement de Mme Meloni a montré à quel point il n'a pas pu tenir les promesses faites à ses électeurs. Et ça, c'est du populisme. Et ça, c'est ce que le Rassemblement national fait aujourd'hui, y compris dans le cadre de la campagne européenne. Vous parlez du Rassemblement national. Il y a un livre noir du RN au Parlement européen, écrit par les équipes Renaissance à Bruxelles. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce qu'il est si accablant pour les eurodéputés du Rassemblement national ? Alors, je ne l'ai pas lu.
En revanche, il existe bien. Je ne sais pas. C'est la première fois que je l'entends, pardon. Parce que c'est dans la presse, le Figaro en parle dès le mois de novembre 2023, le Parisien, il y a 10 jours. Je suis plus éloigné de la vie politique que je ne l'étais avant, et donc veuillez m'excuser de ne pas avoir toutes les informations. En tout cas, ce que j'ai vu de manière vérifiée par certains de vos confrères sont le nombre d'amendements déposés par les députés européens du Rassemblement national, et c'est accablant. Que ce soit la présence des députés européens ou que ce soit leur activité au Parlement européen, le bilan, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à le regarder, est absolument accablant. Et lorsqu'ils y sont et lorsqu'ils votent, ce que vous remarquez aussi, c'est l'absence de cohérence totale. Ici, je vais condamner, là, je ne vais pas condamner, confère ce que beaucoup de vos confrères ont mis en avant sur Cuba versus sur la Russie. Bref, la politique, c'est d'abord de la cohérence. C'est avant tout le courage de ne jamais faire du populisme. Le Rassemblement national, c'est ni la cohérence, ni ce courage, mais la facilité du populisme. L'Europe, il ne faut jamais oublier, le plus beau texte de l'Europe, c'est celui de Robert Schuman. Robert Schuman disait, il y a plus de 50 ans maintenant, l'Europe va vivre de nos efforts créateurs, Aujourd'hui, il y a ceux qui croient dans les efforts créateurs. C'est compliqué, hein. Le mot effort le montre. Et puis cette création, il y en a d'autres qui sont dans la facilité de la destruction. C'est plus facile de détruire que de construire. Le Rassemblement national est dans cette voie. Moi, je préfère la voie de la construction. La une de 20 minutes, Floréal Hernandez. Alors, qui est pas très européenne, qui est très italienne et qui notamment parle de l'arrivée de... Pas mal la liaison avec l'Italie, là. Voilà, du biopic sur Rocco Siffredi, Super Sexe, sur Netflix. Voilà, malgré son virilisme et sa violence. Et il a eu quelques casseroles derrière lui, tout de même. Merci Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie nous rejoint sur ce plateau. C'est Julien de Normandie qui est mon invité dans Face au territoire ce matin. Vous le voyez toujours, le président de la République ? Vous savez, moi je suis lié à une histoire commune avec lui. Donc vous allez le voir régulièrement ? J'ai des relations qui sont très proches, comme tout le monde le sait. Après, le détail de mes relations, je les garde pour moi. Vous êtes dans l'agenda privé, on ne voit pas quand forcément vous allez le voir. Vous n'êtes pas dans l'agenda officiel. Je n'ai plus aucun engagement politique, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir créé des relations avec telle et telle personnalité politique. Vous savez, en politique, il est aussi possible de créer des amitiés. J'ai beaucoup de On dit qu'il n'a pas d'affect, le président. J'ai beaucoup de collègues du gouvernement avec lesquels je suis resté très ami. Et c'est beau aussi de pouvoir créer des amitiés, y compris en politique. Donc c'est une vraie amitié avec le président de la République ? Le président de la République est un rôle, une institution à part entière. C'est des relations de confiance très fortes. Tom Benoît, Géostratégie Magazine, bonjour, vous en êtes le directeur de la rédaction. Bonjour Cyril Viguier, bonjour Monsieur le Ministre, ou l'ex-ministre devrais-je dire. Gabriel Attal, le Premier ministre, nous disait il y a quelque temps « Je vais aller chercher le logement avec les dents ». Alors au-delà de la déclaration quelque peu sensationnelle, je vais vous exposer une réflexion. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a plus une crise, je ne dirais même pas sociale, mais de capacité d'achat et de location qu'une crise du logement en France. Il y a les deux, malheureusement. Et c'est ça qui est très singulier. C'est-à-dire que vous avez à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. Une crise... Mais il y a énormément de logements, pourtant, sur le marché. Il y a même une crise de l'immobilier. Les prix commencent à baisser dans de nombreuses villes. Mais je parle en connaissance de cause pour avoir été pendant 3 ans ministre du logement. Non, aujourd'hui, vous n'avez pas assez de logements. Vous avez une crise de l'offre dans la mesure où on ne construit pas le nombre suffisant de logements qu'on devrait construire dans beaucoup de territoires, des territoires tendus. Alors certains disent oui, mais il y a des... Les promoteurs commencent à déposer le bilan, les notaires alertent par rapport à la faible quantité de ventes effectuées. Parce que face à ça, vous avez en plus une crise de la demande, c'est-à-dire que vous avez l'incapacité de beaucoup d'entre nous à pouvoir accéder au logement ou à pouvoir changer de logement. Et en fait, la réalité, c'est que oui, vous avez raison, les prix baissent, mais les prix ne baissent pas du tout suffisamment par rapport à ce qu'ils devraient être pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir acheter. Principalement ou de l'achat, de l'acquisition? De l'achat, mais l'achat guide ensuite le reste du secteur. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que les prix de l'immobilier baissent considérablement? Si vous n'avez pas la capacité d'augmenter la possibilité
d'acheter pour les Français. Donc, c'est des questions de pouvoir d'achat, des questions de salaire. Si vous n'avez pas cette capacité-là, il n'y a qu'une autre possibilité, c'est de baisser les prix du logement. Ce qui est corollaire à cela, c'est un appauvrissement considérable de la population sur le plan patrimonial. Oui, mais l'autre point, c'est que si vous ne faites pas... Il faut se résoudre à ça. En fait, c'est ni vous ni moi qui a c'est le marché, bien sûr. Décider exactement. Mais si la question, c'est qu'aujourd'hui, le marché du logement est complètement bloqué. Vous n'avez plus la capacité soit d'acheter quand vous êtes primo-accédant, soit de changer de logement. Et donc face à ça, vous avez deux possibilités. Soit vous gagnez mieux votre vie, donc c'est des questions salariales, soit le prix du logement diminue. 70% de personnes éligibles au logement social en France, dans un pays qui est, on va dire, 5e, 7e puissance du monde environ, en fonction des estimations. Est-ce cohérent que 70% de nos concitoyens soient, selon les barèmes, éligibles au logement social, alors qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux? Vous savez, il y a ce critère d'éligibilité sur les revenus, et après, la loi met en place un certain nombre de critères, de mémoire, il y en a 12 ou 13, je crois, pour dire, eh bien, au regard de toutes les personnes qui sont éligibles... Il y a 20 ans, on parlait d'une France de propriétaires. Aujourd'hui, on parle d'une France de logés sociaux. 70% de nos concitoyens. Non, ça, c'est les personnes qui sont éligibles à la solidarité qui est permise par le logement social. La France de propriétaires, c'est autre chose. C'est d'abord le rêve des Français. Il faut le respecter. C'est le rêve des Français. Ni vous ni moi, encore une fois, ne pouvez, que vous soyez journaliste ou politique ou entrepreneur, juger cela. La suppression de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron a été, c'est ce que disent en tout cas de nombreux maires de province en France, une catastrophe pour les collectivités. Est-ce que cela a été réellement compensé comme cela avait été promis par le gouvernement Macron, auquel vous apparteniez justement, par une rétrocession d'une part de la TVA ou certains... Elle est marrante votre question, vérifiée par vous-même, c'est votre travail. Je vous le demande, puisque... Moi je vais vous répondre oui, archi oui. Ce qui est dingue, c'est que vous puissiez relayer des propos de certains qui feraient croire que cette taxe d'habitation... Non, je parle de je termine juste. Que cette taxe d'habitation n'a pas été compensée. Cette taxe d'habitation, vérifiée par vous-même, elle a été compensée. Elle a été compensée à l'euro près. Après, c'est comme tout, c'est compensé à l'euro près, et puis ça dépend des dynamiques territoriales. Donc certains vont vous dire oui, moi c'est pas tout à fait vrai, d'autres qui lèvent pas la main vont dire, mais ne le diront pas, on a même été compensé au-dessus. Donc oui, et je pense qu'il faut le dire, parce que tout à l'heure quand on parlait de l'agriculture, il y a le manque de confiance entre la parole politique et nos concitoyens ou nos élus locaux. Mais c'est pas que de la responsabilité des politiques. C'est pour ça que je vous posais la question. Non, mais c'est aussi de la responsabilité des journalistes que factuellement, vous pouvez aller vérifier partout. Oui, la taxe d'habitation a été compensée. C'est dit. Oui, bien sûr. Dernière question. Sur l'alimentaire, vous avez été ministre également de l'alimentation. Très directement, qu'est-ce qui s'est passé en France pour que nous ayons l'alimentation la plus artificielle d'Europe? Si vous allez en Espagne aujourd'hui, si vous vous rendez en Italie, vous avez des produits complets, vous avez encore des produits qui ne sont pas des produits finis dans les TGV, dans les trains. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays, qui était le pays de la gastronomie? Il a raison là-dessus. Celui qui décide, à la fin des fins, c'est le consommateur. C'est qui le patron? Ah non. Moi, Quand vous prenez le TGV, je l'ai pris pour Bordeaux le week-end dernier, et que vous regardez ce qui est présenté, le TGV, vitrine de la France. Ouais. Ce qui est présenté, moi je l'ai fait l'expérience. J'ai regardé chaque produit qui sont présentés. Vous n'imaginez pas le nombre d'acides gras saturés, de sucre, de... Avec de grands chefs, qui ont l'audace de s'exhiber. Je prends votre point, ce ne sera pas un secret de vous dire que même quand j'étais ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est évidemment pas moi qui fixais le menu dans les wagons-bars. C'est une question pour vous, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est dément. En Espagne, pourquoi je dis c'est nous qui décidons. C'est tout l'un des pans entiers de ce qu'on essaie de mettre en avant avec Éric Orsenat dans ce livre Nourrir sans dévester. C'est que mais on ne peut pas faire pression sur la SNCF, sur le président de la SNCF, sur tout ce qui est vitrine de la France, où on présente des produits mais qui n'ont aucun intérêt, sauf de faire des obèses de demain. Oui, invitez-le, posez-lui directement la question. Les cancers du pancréas évoluent de plus en plus, principalement si je peux juste terminer mes phrases. Oui, et on va trouver ici, on va trouver dans d'autres endroits. Je vous donne le point. Merci. Moi, je suis un défenseur de la bonne bouffe. Mais en même temps, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a un lien avec l'alimentation qui s'est délité. On donne l'exemple de cette histoire incroyable de cordon bleu et qui s'est délité. Mais à la fin des fins, à la fin des fins, il faut
ne jamais oublier que ce lien qui nous unit, c'est des liens aussi individuels. Merci. C'est nous. Alors, l'État doit agir dans l'éducation à l'alimentation, dans les exemples que vous avez donnés, mais il y a aussi une part de nous-mêmes, c'est nous qui décidons dès lors que nous en avons les possibilités et des politiques sociales qui doivent être mises en place. Tom Benoît. Alors, la une de Géostratégie, un hors-série consacré à la corruption en Algérie principalement. Youssef Badja, qui porte une voix contre les généraux algériens, il en a été victime, il a été séquestré et il a été empoisonné. Armelle Le Goff, qui est directrice adjointe de la rédaction du Point, Julien de Normandie, qui est notre invité ce matin. C'est notre partenaire, le magazine Le Point. Une question à vous poser, on l'écoute, elle est en duplex. Bonjour Julien de Normandie. Un jeune Français sur 5 ne sait pas distinguer une courgette d'un concombre selon un sondage Harris Interactive paru le 5 mars. Comment faire pour que les jeunes Français aient une meilleure éducation à l'alimentation et comment faire cela dans un contexte où les légumes ont vu leur coût augmenter. La carotte, par exemple, a pris plus de 40% en 2023, selon Famille Rurale, selon l'association Famille Rurale. Et c'est aussi un problème dans l'accès à une bonne alimentation. Alors, il y a deux sujets, et la question fait d'ailleurs le lien avec ce qu'on se disait avant. Le premier des sujets, c'est l'éducation à l'alimentation. Il faut renforcer les cours d'éducation à l'alimentation, y compris à l'école. L'instruction à l'alimentation. Il y a une initiative formidable qui s'appelle la Semaine du goût. Moi, je l'ai faite, je l'ai soutenue fortement quand j'étais ministre. Elle a un des avantages, c'est qu'elle n'a lieu qu'une semaine par an. Donc, premier point, les cours à l'éducation à l'alimentation. Le deuxième point, c'est que typiquement, ce qui est en train de se passer dans les cantines scolaires est merveilleux. Vous preniez l'exemple des TGV. Enfin, il y en a d'autres qui, dans les cantines scolaires, se battent, et on s'est battu avec eux, pour faire en sorte que des produits frais, des produits locaux soient distribués aujourd'hui. Dans les cantines scolaires, on a même passé des lois pour cadrer la chose. Et puis, ce qui est très important aussi à dire, par rapport au prix qui était évoqué, c'est qu'en revanche, la folie serait de croire que pour permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à ces produits, il faut rogner sur le revenu des agriculteurs. Ça, c'est folie. Ce qu'il faut, c'est des politiques économiques qui soutiennent les agriculteurs et accepter de payer l'alimentation à sa juste valeur, et de l'autre, des politiques sociales qui viennent accompagner les plus fragiles. Mais folie politique a été faite, par exemple, en 2008-2009, dans la fameuse loi LME, où on s'est dit on va rogner le revenu des agriculteurs au bénéfice du pouvoir d'achat des Français. Ça conduit à la catastrophe. Donc on soutient nos agriculteurs, on remet ce lien à l'alimentation, on accepte de payer son juste prix, mais on met en parallèle des politiques sociales. La une du Point, donc Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point, vient de vous poser la question. C'est le vrai Jordan Bardella avec une enquête du Point cette semaine. Voilà, dans un instant, Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, est sur ce plateau. Bonjour Demet. Bonjour. Alors ces fermiers ukrainiens, on en a parlé tout à l'heure déjà. Oui, et surtout les fermiers polonais, la contestation ne faiblit pas. Les agriculteurs polonais demandent la restauration des taxes européennes sur les produits agricoles ukrainiens. Est-ce que Bruxelles doit mettre un terme aux largesses vis-à-vis de l'Ukraine ? Je crois qu'il y a un chemin qui a été ou qui est en train d'être décidé avec ce qu'on appelle ces clauses de sauvegarde. Pardon, là aussi, c'est un terme technique. Ce qui est sûr, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de retrouver une régulation des marchés pour faire en sorte que si une solidarité immense, profonde, totale doit être exprimée vis-à-vis du peuple ukrainien, des agriculteurs, évidemment que cela ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs européens et avec la déstabilisation. Et vous verrez, pardon de revenir au livre, mais on y a passé beaucoup de temps avec Eric Orsena, nous sommes allés en Ukraine. Nous avons tout un chapitre du livre qui se passe en Ukraine. On voit bien les différences de production lorsque nous sommes dans une ferme de 22 000 hectares. Je dis bien 22 000 hectares. Tenus par des oligarques ou des fonds Non, alors là, en l'occurrence, même pas par des oligarques. Les oligarques, vous les avez par exemple dans la production de poulets qui ne répondent pas du tout aux mêmes normes que nos propres poulets, qui peuvent être ensuite renvoyés en Europe, parfois même conditionnés et avec l'étiquette européenne, alors que ça n'est absolument pas du poulet européen. Là aussi, clause miroir, confère ce que je disais tout à l'heure sur le Brésil, mais ce n'est pas les mêmes modèles de production. Et donc, évidemment qu'il faut mettre en place ces clauses de sauvegarde, et le jour où l'Ukraine rentre ou
dans ce processus d'adhésion à l'Europe, évidemment qu'il devra y avoir une convergence. Mais aujourd'hui, les produits ukrainiens entrent dans l'espace européen sans taxe. C'est ça dont il est question. C'est ça les clauses de sauvegarde. Est-ce que c'est pas finalement ce volet de l'agriculture qui risque de faire basculer l'opinion publique par rapport à la guerre en Ukraine ou le soutien à l'Ukraine? Est-ce que ça, c'est pas une crainte? C'est un élément essentiel. Enfin, je veux dire, pas besoin de le démontrer. Je suis un immense défenseur de nos modèles agricoles familiales, de nos agriculteurs, de notre agriculture. Je suis ingénieur agronome, je me bats avec passion. J'essaye de décrire la complexité que j'ai vue, que j'ai vécue, expliquant là où j'ai réussi, là où j'ai pas réussi, expliquant nos défis, donnant cette vision que j'évoquais, faisant voyager le lecteur en France, à l'international. On est allé en Ukraine, au Brésil, des moments se passent en Égypte, en Chine, pour justement montrer face à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Mais en même temps, évidemment que la question de la guerre en Ukraine emporte des considérations géopolitiques d'une intensité et d'une difficulté incroyable. Alors, il y a une autre distorsion, il y a d'autres interrogations, notamment sur l'embargo imposé à la Russie. Les biens exportés par les Occidentaux arrivent quand même en Russie via des pays d'Asie centrale et du Caucase. Est-ce que nos gouvernements l'ignorent, que nos exportations arrivent quand même sur le marché russe et qui participent finalement à cette... Quand vous avez des personnes qui contournent les sanctions, ces personnes doivent être évidemment condamnées. Là, ce sont des exportations vers des pays tiers. Et cette stratégie mais vous savez, de dans le domaine des sanctions, même si vous passez par un pays tiers, vous avez la question à la fin de là où ça va. Et donc vous avez des responsabilités. C'est ça que vous voulez dire. Je veux dire, rien n'est binaire, rien n'est manichéen. On est face à quoi? On est face à une agression d'un ogre russe face à un pays qui est un pays qui défend nos valeurs, qui défend notre démocratie. Et aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que ça n'est pas un sujet. D'autres sont dans une connivence avec l'agresseur, y compris dans nos politiques internes. Et se joue en moment une élection cruciale qui est l'élection européenne, avec la nécessité de faire comprendre à l'ogre russe que son modèle, eh bien, la démocratie, les démocraties européennes veulent lutter contre. Donc ça dépasse... Pardon, mais la technicité de la question de savoir qui vérifie le chemin des sanctions. Est-ce que, du coup, vous donnez raison à Emmanuel Macron qui récemment a bousculé et continue de bousculer ses partenaires européens sur l'aide à apporter à l'Ukraine? Est-ce que... mais évidemment, je veux dire, il y a quelques années, Emmanuel Macron, ça avait créé un tollé, avait dit l'OTAN est en mort cérébrale. Ça avait fait un tollé. Aujourd'hui, qui oserait dire, à part le Rassemblement national dans son populisme avéré, qui oserait dire que l'OTAN n'est pas un élément absolument essentiel? Au risque de déstabiliser la relation avec l'Allemagne? Mais qu'est-ce qui se joue en ce moment? Se joue en ce moment ce que nous sommes, nos valeurs, nos démocraties, face à des puissances expansionnistes qui, aujourd'hui, entrent en guerre sur un territoire ukrainien, bombardent les civils, jouent le jeu de la guerre alimentaire. Dans le livre, on raconte ce qui se passe en ce moment en Égypte. Les estomacs des Égyptiens, dans les estomacs, les crocs de l'ogre russe ont été fixés. La Russie, ça n'est pas que sur l'Ukraine. Elle déstabilise énormément d'autres pays. On fait quoi face à ça? On reste les bras croisés? À l'évidence, non. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Vous voyez le Premier ministre, Gabriel Attal, régulièrement? Il vous consulte? En tout cas, quand il m'appelle, je réponds avec grand plaisir. Et quand j'ai des idées à lui proposer, je lui donne avec grand plaisir. Ça a été le cas depuis qu'il a été nommé? Oui, on a discuté évidemment de la crise agricole. Et voilà, je lui ai donné mes points de vue, mes conseils. Après, c'est le Premier ministre et il en fait ce qu'il juge bon d'en faire. Mais voilà, dès que je peux aider, que ce soit le monde agricole, que ce soit le gouvernement, je le fais. Moi, je suis un homme de conviction. Vous avez été appelé par le président de la République et le Premier ministre pour entrer dans ce gouvernement. Vous avez formellement dit non ou vous n'avez pas été appelé? Non, mais moi, je crois que tout le monde sait ma position. Je peux vous le redire une troisième fois. Moi, je veux continuer mes projets sur le climat. Précisément sur ce gouvernement, vous aviez été appelé. Non, tout le monde connaît ma position. Moi, je veux rester sur mes sujets parce que je pense qu'on peut être très utile. Élu local ou pas un jour, Julien de Normandie? Il pourrait se faire élire localement? Moi, je ne suis pas élu. Je n'ai jamais été élu. Est-ce que ça vous intéresse? En tout cas, je trouve que la plus belle des élections, et pardon, c'est pas
jugement de valeur vis-à-vis des autres, mais le plus beau des mandats, je vais le dire comme ça, c'est lequel? Je trouve que c'est le mandat local. Après, lequel parmi les mandats locaux? Le mandat de maire. Maire. J'en ai la certitude, je trouve que c'est... Et vous avez des attaches dans une des régions? Non, vous pensez à quelque chose? Non, pour l'instant, non. Nourrir sans dévaster, c'est votre livre, chez Flammarion, avec Éric Orsena. Et vous expliquez que c'est vrai qu'il se lit comme un roman. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde pour écrire ce livre. Merci Julien de Normandie, Merci ancien ministre et peut-être futur élu local et peut-être membre d'un gouvernement dans les mois qui arrivent. La semaine prochaine, c'est un ancien Premier ministre qui sera notre invité, c'est Manuel Valls. Merci d'avoir suivi Face au territoire. Les programmes continuent sur TV5 Monde à jeudi prochain, 9h30. Au revoir à tous.